Bonjour à tous et bienvenue dans ce 4e et dernier épisode de votre petite série de l'été. Comme les dernières fois, si vous n'avez pas écouté les épisodes précédents, allez-y tout de suite, vous comprendrez rien ce qui se passe ici. La semaine dernière, on a laissé Aurélien dans une situation toujours pire que ce qui lui arrivait avant. Est-ce qu'il finit par s'en sortir? Est-ce qu'il va totalement sombrer? Comment il va y arriver? Je vous laisse en sa compagnie pour la fin de l'histoire. Donc il me dit écoute, faut qu'on coupe les ponts tout de suite, tu vas retourner à Lyon, sans quoi ça va très très mal finir quoi. Donc là je t'explique, en gros je suis en train de me faire menacer par un ancien agent de la DGSE qui a des mecs louches dans tous les coins de rue, et là je développe un espèce de syndrome, j'arrive plus à déglutir. Tu vois, quand je mange, je suis obligé de boire de l'eau, tellement je chie dans mon froc. Je suis vraiment tétanisé quoi. En plus, pendant nos discussions cheloues, tu vois, dans ses blagues, il m'avait expliqué une technique qu'utilisait les services, il appelait ça la technique du pastis. Il disait c'est très simple, quand il y a un emmerdeur, tu l'emmènes au bord de la Seine, tu lui fais boire 1 litre de pastis, tu le balances dans la Seine, tu peux être certain à 99% que les mecs ils vont conclure un mec bourré est tombé dans la Seine. Voilà. Donc C'est pas glauque. Impeccable. Donc là il me dit écoute, tu vas tout de suite rentrer à Lyon, tu t'enterres, tu fais pas de vagues, et là tout ce qu'on vient de faire, tout ce qu'on vient de voir, t'en parles à personne, tu es le mec tranquille, pépère, tu fermes ta bouche, tu es le mec modèle, tu rentres vite chez toi. Donc là je suis son raisonnement, je rentre à la maison, je rentre à Lyon dépité, sans thune, sans rien, sans boulot, sans que dalle. Mais bien sûr, comme tu le devines, les choses ne vont pas s'arrêter là. Je suis complètement traumatisé. Je sais plus quoi faire. Donc au début, j'essaye de chercher du taf. Mais bien sûr, à chaque fois qu'on me demande « Alors, racontez-moi votre parcours professionnel », là, gros blocage, ça devient très difficile. Les 3-4 mots que je sors, c'est complètement incohérent parce que j'essaye de cacher des infos. Et je suis carrément pas à l'aise, donc tout le monde me remballe à juste titre. Donc je me rabats sur ce que je sais faire, à savoir boire de l'alcool et chercher des failles, comme d'hab. Donc par contre, petite différence, je commence à rendre un peu mes découvertes publiques. Et un jour, je découvre 2 vulnérabilités dans l'outil Regedit de Microsoft, je sais pas si tu connais bien. Regedit, c'est dans Microsoft, c'est un outil qui permet de modifier la base de registre. Et j'avais trouvé 2 failles qui permettaient d'exécuter du code en local et à distance. Parce que sache que Regedit, on peut y accéder à distance. Et donc, je publie ça. Et je publie en plus un patch en assembleur. Parce que comme je te disais, je faisais beaucoup de cracking. J'avais d'ailleurs créé un e-zine qui s'appelait Hardcode, où je modifiais en live des exécutables pour pouvoir modifier leur comportement, etc. Donc je fais un patch de la DLL de Microsoft pour corriger le problème. Donc autant te dire, quand j'ai publié ça, c'est passé sur la NT Bug Track, 200 000 vues, qui à l'époque était énorme. Hein. Donc c'était une découverte. Donc cette découverte, elle assoit vraiment un peu plus ma notoriété. Enfin, j'avais déjà une petite notoriété dans le milieu, mais là, ça pèse encore plus, tu vois, dans le milieu underground, on va dire. Et donc je suis contacté par une petite boîte lyonnaise qui veut monter un pôle sécurité, réseau, qui est intéressé par mon profil. Donc je vais les voir, contrairement aux autres, quand je leur explique un peu mon passé, eux, ils sont pas choqués du tout. Donc j'y vois une opportunité un peu de reprendre mes études, et je leur propose de me prendre en alternance. Je me dis, ce serait bien, je vais peut-être reprendre un peu des études pour apprendre à faire les choses bien, et puis tranquille quoi. Donc ok, ils acceptent, pas de problème. Donc je trouve une école à Vèze qui propose une formation d'informatique de gestion, donc option développeur. Donc j'intègre cette formation. Mais bon, vu que j'ai déjà 5 ans d'XP dans les pattes, je t'avoue, j'apprends vraiment pas grand chose quoi. Et des formations professionnelles obligent, je teste un peu leur système, normal. Donc je découvre plusieurs failles, permet d'obtenir assez rapidement des mots de passe admin du domaine. Ça me donne la possibilité d'avoir accès à toutes les machines de l'établissement, même de chez moi, en slip. Enfin, je suis vraiment tranquille, mais bon. Je me fais pas choper vu que je commence vraiment à avoir un peu de bouteille, donc tout se passe bien, puis j'abuse pas. Je fais un peu mumuse et je découvre qu'en plus je suis pas le premier à être entré dans le système, donc j'explique ça à ma boîte qui m'a pris en alternance. Ça les fait rigoler, tout le monde rigole. Et dans cette boîte, je travaille sur une espèce entre guillemets d'arme numérique
Donc c'était à l'époque un nouveau concept, c'était une backdoor qui était capable de passer à travers les firewalls personnels grâce à ce qu'on appelait une injection de DLL dans un processus actif, ce qui permettait de créer ce qu'on appelait un rootkit, donc c'est-à-dire un logiciel qui modifie ton système pour renvoyer des fausses informations et berner un peu l'utilisateur. Et le but, c'était d'être capable de piloter une machine à distance en passant par des ordres à travers Internet Explorer, quoi. Donc, et grâce à ça, on passait complètement à travers tous les firewalls. Et le concept, il intéresse plusieurs personnes, dont, oui monsieur, il y avait le ministère de la Défense qui nous avait contacté et vous nous avez invité à venir à Paris un peu pour parler de ça. Donc mon boss, il se dit « Waouh, chouette, on va pouvoir leur vendre le soft, on va se faire plein de thunes et tout », sauf qu'une fois qu'on arrive sur place, bah, il s'avère que voilà, c'est un peu le profil tel que j'avais déjà rencontré. C'est-à-dire que déjà, les gens, ils nous proposaient qu'on leur donne l'outil en échange de services. Bien sûr, mon boss, lui, ça ne l'intéresse pas, il veut de la thune. Lui, toutes ces petites magouilles, il en a rien à taper, donc il coupe très court à la négo, quoi. Donc il y a plusieurs trimestres qui se passent. Voilà, je fais ma vie. Et un jour, Richard me recontacte pour prendre des nouvelles. Donc on discute, alors qu'est-ce que tu fais en ce moment ? Bah écoute, je travaille dans une société, on fait un peu de sécurité informatique, ah c'est sympa. Et dis-moi, dans ta société, vous seriez pas intéressé pour une petite mission de test de pénétration ? Ah bon, c'est quoi ? Bah voilà, en fait je travaille pour une très grosse société franco-belge là en ce moment, et j'aurais besoin de quelqu'un qui fasse un test. Ah bon, bah j'en parle à mon responsable, le mec est super intéressé par le sujet. Et justement, Richard il doit passer à Lyon. Donc il dit bah je vais en profiter pour venir vous voir, vous expliquer la mission. Ok. Donc il arrive, il reste un peu évasif sur le sujet, nous dit voilà, alors, c'est un truc à de très haute confidentialité, hein, c'est un gros dossier. Tout ce que je peux vous dire, voilà, c'est que c'est une société qui s'appelle Electrabel, qui est l'équivalent de EDF en fait en Belgique. Et c'est détenu aujourd'hui par GDF Suez, donc qui est aujourd'hui Engie. Pour ceux qui veulent, voilà. Et donc cette société-là, elle pense qu'il y a une personne importante qui fait fuiter des informations stratégiques vers l'extérieur. Elle aimerait un peu tester le système de manière discrète. Voilà, mais c'est tout validé par la direction, hein, vous inquiétez pas. Hein. Le but, c'est juste de tester s'il n'y a pas des fuites, s'il n'y a pas des trucs qui puent. Voilà, donc la mission, c'est facturer 6 000 € juste pour une soirée. Mon boss, il entend ça. Il dit ok, on accepte la mission. Il cherche même pas à savoir de quoi il leur tourne, de quoi ça parle. Pour lui, il n'y a pas de souci, quoi. Bon. Donc l'opération elle doit se passer à Bruxelles. Ça doit se passer au siège d'Electrabel et ça doit se passer pendant la nuit. Donc on se donne rendez-vous avec Richard direct là-bas. Voilà, on y va en bagnole, on roule toute la nuit, toute la journée, on prend des hôtels. Bref, on arrive là-bas et quand on rentre dans le bâtiment, Richard il demande à l'accueil « Bonjour, je cherche à parler à Jean-Pierre Hansen s'il vous plaît ». Et là on voit un mec hyper bien sapé, enfin un gars qui impose le respect quoi. Donc je savais pas qui c'était, mais je te le fais en mille. C'est juste le PDG, le président d'Electrabel et le vice-président du groupe Suez. Genre le numéro 2 du groupe GDF Suez. Enfin, je te laisse imaginer le truc. Le mec qui pèse quoi. Donc le mec il vient nous chercher à l'accueil. Il nous emmène dans une grande salle de réunion et là il nous file son badge. Il nous dit ouais, avec ça vous pouvez accéder à tout le bâtiment, tout ça, et il prévient l'accueil, voilà, il y a des gens qui vont traîner dans les couloirs, faut pas vous inquiéter, ils font des tests. Bon. Et il nous explique l'affaire un peu plus en détail, il nous dit bah voilà, par contre j'aimerais que vous cibliez une personne en particulier. Donc il nous donne son nom et le numéro de son bureau. Bon. Donc moi je me dis tiens c'est bizarre pour un test de sécurité en général, moi on me lâche tout seul et démerde-toi pour trouver des failles, là on me donne la cible, on me donne un badge, tu vois c'est bon. Mais bon qu'à que cela ne tienne, hein, on nous dit bon bah par contre attendez un peu que tout le monde soit parti pour commencer votre truc. D'accord. Donc on attend, moi je commence un petit peu à me connecter à une prise réseau, parce qu'il y avait une prise réseau dans la salle de réunion, et un petit peu à sniffer, à scanner ce qui se passe. Et malheureusement, bah, la machine que je devais cibler, elle n'était pas dispo, physiquement. Donc je dis à Richard, bah va falloir aller dans le bureau, quoi, au moins allumer la machine. Ok, pas de problème. Donc on attend que tout le monde se barre, on va dans le bureau du mec, on ouvre son bureau, j'allume sa machine. Et bien sûr, la machine me demande un mot de passe de session. Jusque-là, rien ne te choque.
Donc moi j'avais toute la panoplie pour craquer des mots de passe avec des CD bootables, etc. Donc je boot sur un CD, alors je te dis à peu près la technique de l'époque, c'était assez simple, c'est tu bootes sur un CD, ça te donne accès à un truc qui s'appelait la SAM, qui était un endroit où il y avait toutes les empreintes des mots de passe, mais que les mots de passe locaux, il n'y avait pas les mots de passe du domaine. Or les mots de passe de session, quand tu te logs sur un truc, c'est des mots de passe du domaine. Donc moi je craque le mot de passe admin local, et à partir de ce mot de passe admin local, j'ai réussi à remonter et à me connecter en admin local sur la machine du mec. Donc voilà, je me connecte dessus, je trouve plein de documents dans une langue vraiment bizarre, etc. Je télécharge tout ça, là Richard il me dit vas-y aspire un max d'infos, j'arrive à accéder au réseau avec le compte du mec et aspirer un max de trucs. Et à un moment, je sais pas qui a eu cette idée de génie, si c'est Richard ou mon boss de l'époque, mais installe un mouchard en plus, tiens, comme ça on va pouvoir le surveiller. Vous êtes sûrs les gars ? Oui, vas-y, fais ça. Donc au début je suis un peu réticent, mais bon les gars ils insistent quand même, donc bon, pas de problème, je mets un keylogger qui renvoie le contenu vers une adresse temporaire. On ferme la machine, on éteint tout, on se barre, la mission est terminée, on rentre chez nous, on se donne rendez-vous à Paris avec Richard pour finaliser l'intervention. Donc ça voulait dire graver le CD avec tout ce qui avait été extrait, on a tout mis sur des DVD, faire un petit rapport, voilà, blablabla. Et ensuite on rentre sur Lyon et là je reprends une activité normale. Donc voilà, donc je reprends une activité normale, ça veut dire que je reprends les cours, etc. Et un jour je suis tranquille dans la cour du lycée, là je reçois un coup de fil de Richard. Donc je décroche, comment ça va et tout. Il me dit écoute, Electrabel a détecté notre intervention et c'est très très chaud, il y a le feu, donc tu préviens tout de suite ton boss. Et moi je comprends pas quoi, je lui dis mais qu'est-ce que tu racontes, on était sous le couvert du Big DG, machin. Limite il me raccroche au nez quoi. Bon, donc j'en parle à mon big boss, enfin à mon boss là, qui m'explique que tout va bien, de toute façon je suis sous sa responsabilité. Tout va bien se passer, il va assumer, il n'y a pas de problème, c'est un truc nickel. Bon, donc moi je m'inquiète pas trop. Mais voilà, je me répète en permanence, je sais pas, j'ai développé un sixième sens à l'époque, mais ça sentait les flics, tu vois. Ça pue les flics, je le sens pas. Je sens que ça va encore partir en vrille. Enfin, j'avais vraiment le sens de voir que ça allait partir en sucette. Et donc je scrutais les news en permanence, tu vois, sur internet. Donc personne parlait de l'affaire Electrabel en France, personne. Par contre en Belgique, c'était en train de monter de jour en jour, c'était en train de devenir un scandale national. Donc c'était tellement devenu grave qu'ils avaient carrément donné un nom au truc, ça s'appelait Electragate. En fait, c'est une référence au Watergate. Watergate, en gros, c'est des mecs qui s'étaient fait choper aux États-Unis en train de placer des micro-espions dans un bâtiment officiel. Je sais plus l'histoire, bref. Donc voilà, c'était en train de monter vraiment en patate. Et un mercredi matin, j'arrive au taf et on m'annonce que mon boss, il est en garde à vue. Et quelques jours plus tard, c'est chez moi qu'on vient me chercher. Et on m'explique que l'affaire, elle est très très grave. Car on peut se faire accuser d'ingérence. Donc l'ingérence, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est le fait de s'occuper, enfin de se mêler des affaires d'une puissance étrangère, en gros. Et ça, c'est 5 ans de prison et 1 million d'euros d'amende. Donc là, je te laisse imaginer, on se fait choper, on se fait cuisiner par les flics, etc. Bon, ça se passe pas très bien. Et voilà, donc on se fait cuisiner, on nous explique qu'on sera convoqués tous les trois pour nous expliquer devant les services en Belgique sur cette affaire. Qu'à un moment, il faudra aller en Belgique pour s'expliquer parce que là-bas, c'est chaud. Donc on est en fin d'année scolaire et mon boss, il doit aller voir mon école pour faire un point avec mes profs sur l'année en cours. Et à son retour, il m'explique qu'il leur a dit il a dit au prof, en gros, ouais, vous savez pas à qui vous avez affaire, le mec, il a déjà piraté votre réseau depuis longtemps, et de toute façon, je pourrais pas le garder. En gros, je suis en train de me rendre compte qu'il est en train de me la faire à l'envers, et je commence vraiment à prendre la mort contre sa face, quoi. Donc là, il y a l'école qui me convoque pour parler des histoires de piratage, enfin, pas des autres histoires dont je t'ai parlé, mais du piratage de l'école.
Et eux, ils me menacent de me virer si je suis pas coopératif. Donc autant dire qu'après 3 gardes à vue, des menaces d'un agent de la DGSE et une histoire où je risque 50 tôles, le petit coup de pression de l'école, ça m'a un peu fait rire. Donc je leur annonce que je vais arrêter mes études et que je ferai pas de 2e année. Donc, retour à la case départ. Pas de thunes, pas de boulot, des emmerdes jusqu'au cou. Je me remets à picoler, parce qu'il n'y a que ça qui marche, de plus en plus. Et en plus, là, un nouveau concept, et je rentre dans une espèce de dépression. Je me répète tout le temps en boucle dans ma tête. Putain, mais je suis trop con, je suis un raté, je suis un bouffon. Enfin, tu vois, vraiment la dévaluation constante. Je rentre dans un esprit très, très bad. Très mauvais esprit, quoi. Et j'ai un ancien collègue qui, lui, s'est fait virer aussi, comme un malpropre, par ce fameux ancien boss. Qui reprend contact avec moi et me propose qu'on monte ensemble une société de réseau et de développement. Chose que j'accepte parce que de toute façon j'ai aucune solution. Et lui aussi, il a une très mauvaise expérience avec l'ancien boss, qui l'a foutu dehors comme un malpropre. Et tous les deux, on se monte la tête, tu vois, toute la journée. On monte la haine, ouais, c'est un salaud, on aurait dû lui faire ci, on aurait dû lui faire ça, etc. Machin. Et un jour, au bout de plusieurs mois, je suis remonté à bloc. Et je suis dans un état d'esprit vraiment dark, vraiment, je ne vous conseille pas d'être dans cet état d'esprit, chers auditeurs. Et je décide de passer à l'offensive, vraiment par vengeance. Donc mon objectif, c'est de faire couler la boîte de mon ancien boss, tout en récupérant, si possible, ses clients. Donc je ne vais pas vous détailler la série d'attaques, ça a duré un petit moment, mais le mec, il a très vite compris ce qui était en train de se passer, et il a fait directement appel à la DST pour le protéger. Il n'a même pas appelé la gendarmerie, il a appelé la DST cash. D'ailleurs, j'ai su après qu'il avait appelé les gens qu'on avait rencontrés au ministère de la Défense. Là. Donc l'attaque, elle dure depuis plusieurs mois. Moi, je prends bien soin parce que personne ne puisse remonter jusqu'à moi. Jusqu'au jour où je suis tellement dans un bad trip de dingue que je vais à une soirée. Et là, je m'enfile une bouteille de whisky pendant la soirée et je me fais un coma éthylique. En gros, je m'écroule par terre et je me fracasse la tête au sol, quoi. Donc on m'emmène à l'hôpital, normal. Je passe une journée à l'hôpital, je ressors avec une grosse balafre sur le front. Et je suis à moitié dans les vapes, tout seul chez moi. Et comme je suis en train de m'emmerder, je me dis tiens, je vais aller voir comment ça se passe, mon attaque. Et là, je fais une connerie, c'est que je me connecte à un VPN du gars, mais sans passer par mes protections habituelles. Sauf que je m'en rends pas compte, tu vois, de cette erreur, donc je retourne au taf après quelques jours. Oui, parce qu'entre-temps, j'avais monté une boîte, donc je retourne au taf. Et comme je te dis, mon fameux 6e sens, tu vois, je perçois que je suis sous surveillance. Je sens que ça pue, je sens qu'il y a quelqu'un qui me surveille. Donc j'en parle à mon collègue, je lui dis ça sent les flics, là, il va se passer quelque chose. Et lui il rigole, il me dit mais t'es un paranoïaque, c'est n'importe quoi et tout. Et la semaine d'après, alors que j'ai un rendez-vous client, je me pointe au bureau pour récupérer des affaires. Et là, qu'est-ce qu'il y a ? 3 agents de la DST qui m'attendent avec un grand sourire. Donc là, ils m'embarquent direct, ils m'emmènent à l'hôtel de police de Lyon, qui est vers... je sais même plus où c'est. L'hôtel de police de Lyon. Et une fois que je suis sur place, donc moi je commence à dire mais attendez, je suis au courant de rien. Moi je suis un petit informaticien tranquille. Qu'est-ce qui se passe ? Le mec il coupe direct la conversation. Il dit écoute, on te connaît très bien, on sait qui t'es. On sait dans quelle affaire tu trempes, on sait avec qui tu traînes, on connaît ton niveau, etc. On connaît tes contacts à Paris. Donc il commence à me sortir des détails sur ma vie privée et tout. Et il ajoute d'ailleurs, si tu avais accepté de donner ton outil au ministère de la Défense, on aurait pu négocier. Mais là, on va pas négocier du tout. Ok. Et là il me dit bon, je t'invite vraiment à collaborer en toute intelligence, là, en bonne intelligence. Parce que voilà, on risque d'aller très loin, on va pas te lâcher quoi. Donc là je décide de la jouer ok, j'avoue qu'une toute petite partie de mon attaque, parce qu'en fait mon attaque elle a duré plusieurs mois, j'avais bloqué des clients, j'avais détourné des sites, j'avais détruit des sauvegardes, j'avais fait vraiment tout un bordel coordonné. Et là j'ai seulement avoué une redirection d'un site de mon boss vers un site porno, voilà, je n'avoue que ça. Bon, le mec il me croit à moitié, mais il me prend ma déposition, pendant qu'à côté t'as un informaticien qui a démonté le laptop, il est en train de scanner mon disque dur, t'entends toutes les minutes pip pip pip,
parce que j'avais plein de virus sur ma machine que je testais en permanence, donc ça arrêtait pas de biper dans tous les sens. Là, ils me prennent, ils me balancent 48 heures en garde à vue. Je reste 48 heures, on m'enferme avec un mec qui deal du shit, voilà, on discute un peu et tout. Donc je sors de ma garde à vue au bout de 48 heures. Là, on me fout un contrôle judiciaire, et pour ce contrôle judiciaire, j'ai une interdiction de sortir du territoire. Sauf que dans le même temps, il y a l'affaire Electrabel qui me rattrape, et la Belgique demande à ce que je me rende au procès. Ça sent bon, ça va être pratique. Ça va être simple. Ça va très bien se passer, donc là, j'arrive à obtenir une aide judiciaire. Je trouve un avocat en Belgique pour me représenter. Et bizarrement, je trouve un avocat assez facilement. Et le mec, il est même presque content de me représenter. Et en fait, je suis en train de me rendre compte qu'en Belgique, c'est l'affaire du siècle. Tu vois, c'est la grosse affaire d'espionnage qui est en train de monter. Voilà. D'ailleurs, je t'en parlerai plus tard, mais il y a un livre qui est sorti sur cette affaire, donc, où je suis cité. Je l'ai amené d'ailleurs ici. Donc j'arrive à trouver un avocat et moi je suis l'affaire sur internet, donc je regarde ce qui se passe parce que sur internet c'est très médiatisé, en tout cas en Belgique, notamment par un quotidien qui s'appelle Le Soir qui suit vachement, alors qu'en France personne n'en parle, hein, tout le monde s'en fout. Et un moment de soulagement, en fait il y a une suspension du prononcé. Alors qu'est-ce que c'est ? Mon avocat il me dit c'est juste incroyable. Ça montre juste que ton affaire, c'est parti, il y a eu des petits arrangements publics parce qu'en gros, c'est un espèce de non-lieu, quoi. Et tout le monde se dit, alors là, tu regardes les commentaires, tout le monde est là, ouais, de toute façon, il y a toujours les puissants qui s'en sortent, c'est dégueulasse et tout, etc. Mais ça finit comme ça. Donc Richard, il me dira plus tard que le juge, il a esquissé un sourire quand mon avocat... il a expliqué que je pouvais pas venir à la barre à cause d'une interdiction de sortir du territoire suite à une arrestation de la DST. Et justement, Richard, il me dit, mais je crois que tu imagines pas qui est intervenu dans cette affaire, quoi. Il y a eu du politique, il y a eu énormément de trucs. Au début, je le croyais pas trop, mais le livre dont je te parle raconte toute l'histoire en détail, sachant que moi, l'histoire que je te raconte, ce n'est qu'une fraction du truc, et c'est monté. D'ailleurs, je peux te lire juste le... Allez, vas-y. Mais j'imagine, quelque part, toi, au final, là-dedans, t'es juste le petit troufion de fin de chaîne qui a pas contrôlé le truc. Bah écoute, je vais juste te laisser lire comment on appelle ça, la dernière de couve. GDF Suez, le dossier secret de la fusion. Ceci n'est pas un roman. Malgré les coups fourrés, les complots et les intrigants qui confinent au romanesque, ceci est une chronique de faits réels. La chronique d'une affaire qui a tenu le monde politico-économique européen en haleine durant près de 2 ans, qui a impliqué 6 gouvernements, qui est entrée dans les annales parlementaires françaises avec 137 449 amendements déposés, qui a généré des milliards d'euros d'échanges boursiers, des dizaines de millions d'euros d'honoraires de barreaux d'avocats et de banques d'affaires, qui a déterminé le futur de plus de 200 000 travailleurs sur 5 continents. La chronique surtout d'un capitalisme empreint de considérations politiciennes, matinée de raison d'État. Un capitalisme à la française, marqué par l'hégémonie d'un microcosme aux confins des cabinets et des conseils d'administration. Fruit d'une enquête scrupuleusement et rondement menée depuis octobre 2006 de Dubaï à Boston en passant par Rome, Paris et Bruxelles, ce livre apparaît comme le miroir sans teint de petits arrangements entre amis. Et Voilà, ça te donne l'ambiance. Ouais, je sens que je vais te le garder celui-là. Ah où je le retrouve. Mais il a pas l'air tout neuf, mais je serais curieux. Non, il date de 2006, tu sais, c'est une histoire qui date maintenant. Donc voilà en gros comment se termine cette affaire. Donc autant te dire que je suis un peu soulagé parce que j'échappe à 5 ans de prison, 1 million d'euros d'amende, une extradition en Belgique, etc. Donc, mais bon, ça a laissé des traces. Hein. Ça a laissé pas mal de traces. Donc voilà, et bien sûr il y a eu un deuxième procès. Parce que mon ancien boss, il avait porté plainte. C'est le fait que j'essayais de l'attaquer, etc., que j'avais détourné, ce que je l'avais fait mal quand même. Hein. J'ai récupéré quelques-uns de ses anciens clients et j'en ai qui l'ont quitté, donc ça lui a fait pas mal. Ça lui a fait mal, enfin bref. Donc voilà, donc je suis convoqué au procès, donc il essaye de me charger à bloc, il demande 80 000 euros de dommages et intérêts. Mon avocate, elle est complètement à la rue, elle comprend rien au dossier. Les mecs, ils nous balancent les pièces à la gueule 5 minutes avant de passer, alors que normalement, alors là l'avocate elle me dit vous voulez qu'on demande un report et tout, je dis attendez, pas la peine, je connais le dossier.
Donc je lis. Et là, je regarde les logs et je vois dans les logs, il y a un seul enregistrement. C'est exactement ce que je pensais parce que le flic il m'en avait parlé, mais j'avais pas pu vérifier. Donc je vois que dans le dossier, il y a un seul enregistrement dans les logs. Donc on arrive à la barre. L'avocat du plaignant, on va dire, commence à expliquer Monsieur Boudou a fait partie de système mafieux, il a organisé une attaque mondiale pour faire couler mon client, il a détourné des centaines de machines, etc. Enfin, elle charge à fond la mule. Donc on demande 80 000 euros. Bon. Et là, je passe à la barre. Au trapèze, comme on dit dans le milieu. Donc je passe au trapèze et moi je leur dis écoutez, moi je sais pas de quoi vous me parlez parce que j'ai fait une mauvaise blague à un moment, c'est-à-dire que j'ai redirigé le site vers un site porno. Mais sinon, voilà, les attaques coordonnées, participer à des trucs mafieux, je vois vraiment pas de quoi vous parlez, quoi. C'est du délire, c'est n'importe quoi. Et là t'as le juge qui fait monsieur, alors en s'adressant à mon boss, monsieur, sur quoi vous vous basez pour affirmer tout ce que vous dites là? Alors le mec il dit sur les logs qui ont été fournis par la DST. Alors t'as le juge qui fait parlez français monsieur. Non mais je m'appuie sur les traces qu'on a réussi à récupérer avec la DST. Et le mec il regarde, il dit votre attaque, donc là il s'adresse à moi, votre attaque elle s'est passée quand? Je dis ça s'est passé aux alentours de Noël, fin d'année, aux alentours de Noël. Très bien, allez on va délibérer. Et là le gars, mon boss, il sent qu'il s'est fait baiser en fait. Parce qu'il sent que j'ai trouvé la faille du dossier. Et à la délibération, par contre, vu que ça faisait, j'avais déjà un dossier long comme le bras, parce que le juge il savait que j'ai été déjà passé plusieurs fois. Donc il m'a foutu 1500 euros d'amende, je crois, et 6 mois de prison, avec sursis. Donc avec sursis, ça veut dire que tu ne vas pas en prison. Tu ne les fais pas. Ouais. Voilà, tu ne les fais pas. Mais si tu refais la même connerie, par contre, tu y vas. Tu les prends plus. Voilà. Donc, on arrive sur la fin. Quelques mois après tous ces procès, j'ai un agent de la DST qui vient me voir au bureau pour une visite un peu de courtoisie. Là, il m'explique très simplement que maintenant, tu vois, avec tout ça, avec mon passé, avec tout ce qui s'est passé, je fais partie un peu des mecs surveillés dans le milieu, que dès que je grille un feu rouge, il y a mon nom qui clignote de partout, quoi. Et que si je refais une connerie, alors là, mon nom, il va remonter direct et ils peuvent être sûrs que je vais avoir une visite de quoi. Donc là, il y a mon collègue avec qui j'avais monté ma boîte, qui lui est un ancien alcoolique, qui commence à me conseiller d'arrêter complètement l'alcool, de suivre une thérapie, de nettoyer tout ça une bonne fois pour toutes. Donc voilà, j'ai suivi ses conseils, j'ai ensuite fait mon propre chemin, très loin de la sécurité informatique. Voilà, je me suis lancé dans le développement logiciel, tranquille, pépère. Et tout ça pour dire quoi ? C'est que pour en revenir à l'histoire d'origine, ma théorie, c'est que vu mon passé, ça a dû intriguer les services que je sois mêlé à une histoire avec la brigade antiterroriste. Ils ont voulu s'assurer que j'avais pas repris les affaires en volant et ils ont volé mon ordinateur justement pour pouvoir un peu le décortiquer. Donc ils n'ont pas besoin de la prise, etc. Eux, ils vont prendre le disque dur, ils vont regarder. Et je sais qu'ils sont vraiment très bons à ce genre de choses parce que je suis déjà intervenu avec des anciens agents de la DPSD sur des sur des missions et ils sont extrêmement bien formés au crochetage de serrures. Donc ils sont parfaitement capables d'ouvrir des portes comme ils veulent. Et quand j'ai eu l'affaire d'Electrabel, il y en a, ils n'ont pas hésité à se rendre le lendemain dans le bureau de la personne qu'on avait ciblée. Et les mecs, ils ont tout saccagé pour essayer d'enlever des preuves, quoi. Donc pour eux, rentrer chez quelqu'un comme ça à la sauvette, ils en sont très très habitués. Donc voilà, donc je dis ça à ma femme. Je lui dis moi, c'est ma théorie. Ça reste une théorie, tu pourras jamais la prouver. Voilà. Mais c'est ta théorie. Ça reste une théorie, je ne pourrai jamais la prouver. Et pour l'instant, c'est la théorie qu'elle trouve peut-être la plus vraisemblable. Alors vraisemblable dans le sens où tout ce qui était avant, faut que ça le soit aussi. Je t'avouerai que... alors moi, c'est la deuxième fois que j'entends cette histoire, avec plus de détails cette fois que la première. Peut-être j'avais oublié des choses, mais déjà ça me permet de juger que globalement tout est vrai parce que les deux versions sont quand même hyper concordantes. Donc monter un mytho pareil, soit t'as vécu ça, soit mec écrit des bouquins. Il y en a qui ont fait fortune
Mais ouais, effectivement, c'est rocambolesque. Merci Aurélien pour cette histoire de dingo. Je vais te prendre les sources, j'en mettrai 2-3. Après, si vous avez du mal à croire à cette histoire en écoutant tout son récit, j'ai envie de dire c'est normal et c'est plutôt sain de pas croire sur parole une histoire qui a l'air un peu dingue. Visiblement t'as des sources, je verrai ce que je peux rajouter dans les commentaires. Je te remercie aussi beaucoup d'être passé à la maison pour enregistrer ça, parce qu'on a fait ça à la maison quand même, c'est plus sympa. Bon, c'était sympa, écoute, et merci de m'avoir donné la parole. Je pense que ça va m'aider un peu à soulager tout ça, parce que, à part là, on va dire à ma femme, je l'ai dit un peu à personne. Donc voilà, ça me fait un peu une thérapie, ça va me permettre de, même si j'étais déjà passé à autre chose, mais là, de pleinement tourner la page. Et voilà. Et je pense que c'est une bonne conclusion. Merci pour cette super série de l'été. Je vous dis, j'espère à bientôt pour la rentrée avec des épisodes, on va dire un peu plus standards, potentiellement moins rocambolesques, un peu plus classiques, mais j'ai été super content de faire ça. À bientôt Aurélien. Allez, merci, à bientôt. Salut.